Aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs Spider-Man. Non, pas toi, non. Rêver, c'est pas celui-là. Aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs films Spider-Man. Mais avant de parler de Cross the Spider-Verse, sa suite, je me suis dit que ça serait bien de parler du premier rapidement. Donc, New Generation, qui est un titre que pour ma part je déteste, je vais plutôt l'appeler Into the Spider-Verse comme ça aurait dû être à la base, est un film que personnellement, j'adore. C'est un film qui m'a hypé, c'est un film qui m'a fait rêver, et même le fait qu'on se concentre sur un autre Spider-Man que Peter Parker, à savoir Miles Morales, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Parce que j'adore Peter Parker, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais entre les séries, les films, les jeux et tout ce qu'on s'est tapé, je crois qu'il était temps de passer à un autre Spider-Man. Même si ça avait déjà un peu commencé avec Spider-Man Dimension où il mettait plusieurs Spider-Man, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, ce premier film était magnifique, vraiment superbe, je l'ai adoré du début à la fin. Pas parfait, et on peut reprocher quelques designs, notamment le Kaïd qui avait un design assez spécial, même si le style d'animation s'y prêtait. J'ai quand même trouvé ce film génial, drôle, émouvant. Il y avait tout pour plaire dans ce film. Mais quid de sa suite? 5 ans après Into the Spider-Verse, on a enfin l'annonce et la sortie de Across the Spider-Verse, qui a été annoncé comme la partie 1 d'une histoire en deux parties. Et oui, les parties 1 et 2, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit pas ça d'un très bon oeil, mais je pense que si t'as trop de choses à raconter par rapport au bouquin que t'adaptes, ou si t'as vraiment trop de trucs à mettre dans ton film, ça peut fonctionner. Les Reliques de la Mort et les Pirates des Caraïbes 2 et 3 pour moi en sont la preuve. Mais à côté, tu peux avoir des trucs à chier sur ce sujet-là, comme les Hunger Games, où deux parties ça servent à rien, ou les deux Arthur et les Minimoys 2 et 3 que j'ai trouvé pour ma part inutile. Et donc, que vaut réellement Across the Spider-Verse? Eh bien, nous allons en parler, mais avant, nous allons parler de l'histoire de ce film. Miles Morales est le seul Spider-Man de Brooklyn et il regrette ses anciens compagnons avec qui il a travaillé main dans la main. Alors qu'un jour, Gwen revient dans sa dimension, il essaye de la suivre et il se retrouve au cœur de la Spider Society où il va devoir lutter contre eux pour prendre son destin en main. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée sans spoil. Et j'essaye vraiment de pas vous spoiler parce qu'il y a un élément important de cette histoire pour la partie 2. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau Spider-Man? Alors déjà, je tiens à dire que c'était ma plus grosse attente de l'année tellement j'adorais Into the Spider-Verse. Mais alors là, masterclass. Ils ont fait encore mieux que Into the Spider-Verse. Ce film est incroyable et franchement, et ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, j'ai eu des frissons à la fin en me disant je vais pas réussir à attendre la partie 2. Et vraiment oui, ce film est une masterclass, c'est une lettre d'amour aux fans de Spider-Man, surtout de Miles Morales. Ce film est magnifique à ce point. Et aussi pour Spider-Man 2099 parce que vraiment ce personnage pour moi il me tient à cœur. Tiens d'ailleurs maintenant que j'y pense, voilà. Je suis pas pour les pop d'ordinaire, j'achète que mes persos coup de cœur, mais lui, il y a tellement peu de figurines de lui, même si j'en ai une collector que vous verrez pas dans cette vidéo parce qu'elle est dans mon autre chez moi. Sincèrement, j'étais obligé, je veux dire, j'adore ce Spider-Man et le voir en vedette dans un film, c'était juste mythique. Mais en dehors de ça, je ne peux pas nier que le film est réellement une masterclass. Ça a été fait par des passionnés de Spider-Man pour des fans de Spider-Man. Là, t'as un vrai film Spider-Man marquant, émotionnel, touchant. Il y a vraiment tout pour plaire aux fans de Spider-Man là dans ce film. Et une bien meilleure mise en scène et un meilleur scénario en évitant les incohérences que No Way Home. D'ailleurs, avant de parler des détails, je tiens à le dire, saviez-vous qu'Into the Spider-Verse ça fait, je crois, 375 millions à peu près, alors que No Way Home a fait le milliard. J'espère sincèrement que pour Across the Spider-Verse, vous allez gonfler les recettes. Pas qu'il atteigne le milliard forcément, mais qu'il fasse vraiment de très bonnes recettes. Bon, par contre, un petit peu de chipotage, parce que sinon on va dire oui, tu dis que c'est le film parfait. Non, j'adore ce film, c'est un vrai chef-d'œuvre. Mais c'est pas le film parfait. En défaut, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, il y a encore quelques éléments 3D qui piquent un petit peu les yeux malgré le progrès de l'animation. Peut-être quelques petites blagues et références dispensables aussi, même si ça c'est une question de goût. Et enfin, le fait que Miles rejoint la Spider Society, ça met un petit peu trop de temps dans un film de 2h20. On voit pas passer, franchement le film est exceptionnel. Mais voilà, si vous voulez des petits défauts à dire du film, c'est tout ce que je peux réellement reprocher. Et donc sinon en dehors de ça, ce film est réellement une masterclass. Tout est réussi, l'animation est sublime, les décors sont magnifiques, la tension est réussie, l'émotion est touchante. Je suis vraiment touché par ce qui se passe. Le twist ending est magnifique, mais ça j'en parlerai à la fin. Et même les personnages, il y a un énorme travail sur les personnages qui a été très bien fait. Miles Morales qui veut rejoindre la bande mais qui va apprendre à prendre son destin en main. Spider-Man très attachant au passage, par rapport à sa famille mais aussi à sa vie en tant que Spider-Man qui n'est pas facile, surtout pour équilibrer les deux. Spider-Gwen qui est un peu plus mise en avant dans ce film-là, où on apprend plus à la connaître par rapport à ce qu'elle a vécu avec son père et son passé par rapport à Peter qu'elle a perdu. Qui est aussi très intéressant, j'ai bien aimé, y compris son père George Stacy qui est un peu tiraillé parce que Spider-Woman il la voit comme une criminelle, parce que quiproquo, il croit que c'est elle qui l'a tué. Ouais, un peu le coup de Spider-Man avec Harry Osborn dans Spider-Man 1. Mais bon, pourquoi pas, je trouve que ça passe.
Après, en termes de personnages, il y a toujours Peter B. Parker qui là est devenu un papa gaga de sa fille. Sa fille, très mignonne au passage, je dois le reconnaître. J'avoue que j'aime bien Peter B. Parker ici parce que là où dans le premier il était un peu détestable, mais logique et son évolution le rendait plus attachant, là il est vraiment un papa gâteau mais qui veut aider Miles à tout prix. Ce personnage restera culte pour moi. Même si je suis plus fan de Peter Parker que de Peter B. Parker, ça reste un personnage culte pour moi. Mais quid des nouveaux personnages? Parce que je crois que c'est surtout eux qui nous intéressent ici, à commencer par Miguel O'Hara. Spider-Man 2099, à la tête de la Spider Society, cherche à corriger les altérations temporelles afin de les renvoyer dans leur monde, ce qui a été créé apparemment à cause de l'explosion du synchrotron dans le précédent film. Et que dire sur ce personnage? Franchement, je suis content parce que je sais que Spider-Man 2099, il a jamais trop brillé, ses comics sont cool, je les ai lus, j'ai aimé. J'aime bien aussi quand il est dans certains jeux, aux Frontières du Temps, qui est un jeu plutôt bon sans être exceptionnel. Dimension pareil, plutôt bon sans être exceptionnel pour moi. Mais là, le voir en vedette dans un film, un rôle important, un passé tragique, qui fait qu'on comprend à quel point il prend sa tâche au sérieux, c'est juste... Waouh! Ah vraiment, moi pour le fan de Spider-Man 2099 que je suis juste heureux d'avoir vu ce personnage-là comme ça. Après, il a été un peu vendu comme l'antagoniste dans les bandes annonces, oui et non. Oui, c'est un petit peu un antagoniste, mais pas complètement parce qu'il a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait contre Miles. Il est plutôt un gros obstacle. Je pense qu'il va l'être encore dans la partie 2, mais je vais pas dire pourquoi ici, j'ai pas envie de spoiler. Mais honnêtement, oui, ce Spider-Man 2099... il est méga cool. J'adore le personnage, j'adore son développement, j'adore son histoire. Sincèrement, j'ai hâte de le revoir dans la partie 2. J'ai vraiment surkiffé cette version de Spider-Man. Le fait que je l'aimais déjà de base, je crois que ça a aidé. Mais là, merci de lui avoir rendu justice parce que là, ce Spider-Man... J'espère qu'il va gagner en popularité grâce à ce film, parce qu'il le mérite. Et sinon, on a aussi Jess Drew, qui vient d'une autre terre, pas de la 616. C'est une Spider-Woman enceinte qui se bat avec une moto. Alors, je suis pas fan de Spider-Man sur une moto, même si je suis pas contre en vrai. Mais j'avoue qu'elle, elle a une de ses classes aussi. Et j'en vois certains qui vont venir se plaindre, oui, mais Jessica Drew, elle est pas comme ça dans les comics. On n'est pas sur la Terre 616. Et puis même sans ça, l'avantage du multivers, c'est aussi pour ça que moi je me plains pas, c'est que tu peux vraiment faire n'importe quoi. Tu pourrais même amener un Spider-Man manga en noir et blanc. Ils sont allés, je me permets une référence gratuite, ils sont allés jusqu'à prendre un Spider-Man animé vraiment en 3 images quoi. Vous savez, le très très vieux Spider-Man des comics avec une voix, ils sont allés jusque là. Donc en vrai, tu peux te permettre de mettre un peu tout ce que tu veux en Spider-Man. Ensuite, on a aussi le Spider-Punk qui, lui, se fait un peu plus voir parce qu'il est un rebelle, il aime pas obéir aux ordres, même s'il fait partie de la Spider Society. Il est un peu important pour le scénario et pour en faire avancer certains. Après, le personnage en lui-même est cool, mais sans plus, je trouve. Sinon, on a le père et la mère de Miles qui sont ultra attachants. Le père qui essaye de comprendre son fils, d'être là pour lui. La mère qui est la tante May de Miles, disons-le clairement pour moi. La mère de Miles, c'est la tante May de Peter en fait. C'est vraiment une femme ultra attachante qui est là pour lui, qui veut toujours lui faire les bons choix, qui l'aime de tout son cœur. Vraiment, là où dans le premier film elle était un peu invisible, dans le deuxième elle est beaucoup plus attachante. La VF au passage est d'assez bonne qualité. Vraiment, j'apprécie la VF. J'ai passé un très bon moment avec la VF du film. Peut-être que je le reverrai en VO par curiosité, mais la VF est vraiment de bonne qualité. Et sinon, il faut qu'on parle aussi d'un dernier personnage, L'Attache. L'Attache qui est... En fait, L'Attache... c'est un peu un méchant secondaire tertiaire que t'as envie d'oublier, tu sais, c'est un méchant raté que t'as envie d'oublier. Un peu comme Catman dans Batman, dans Lego Batman. Tu le vois, tu te dis, bon bah il existe, mais tu t'en fous, le prince des condiments. Ils ont réussi à faire un méchant tertiaire, un personnage de plus en plus intéressant, à tel point que la partie 2, je vais pas spoiler, mais je sens que la partie 2 ça va envoyer du très très lourd. Mais ça j'en parlerai en partie spoil bien sûr parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui n'ont pas vu ce film, ce serait un crime de vous spoiler. Sinon vous voulez que je dise quoi? L'action est géniale, les références sont énormes, à chaque fois t'as des références, des Spider-Man d'autres dimensions, quelques postures, des pages de comics, il y a même une ref au jeu PS4, et je parle pas du fait qu'il y ait le Spider-Man Insomniac, qui est son nom. Non, non, moi je te parle vraiment une ref du jeu PS4, voire PS5, parce que je crois que le mec il jouait sur une manette PS5, je crois que c'était une manette blanche. J'ai dû le voir 2 fois pour m'en rendre compte. Et sincèrement, le nombre de références dans ce film, c'est pas du mauvais fanservice gratuit qu'on te sert comme ça juste pour t'attirer. C'est vraiment du fanservice qui te sort pas du film où tu restes vraiment dedans du début à la fin, tout en continuant de suivre Miles et les autres personnages. Les scènes d'action sont géniales, surtout le moment où Miguel il pète un câble sur Miles, vraiment. J'ai envie de voir encore plus de combats de ce film, tellement c'était super bien fait. L'animation est superbe, l'humour est efficace, j'avoue qu'il y a pas mal de fois où j'ai rigolé. Et la relation avec Gwen elle se développe un peu mieux, mais je pense que ça sera plus intéressant dans la partie 2. On a aussi les musiques qui sont une masterclass. Écoutez les musiques sur YouTube, elles sont disponibles ou sur Spotify. C'est tellement agréable pour les oreilles, c'est un régal. Et cette fin,
Mais cette fin magnifique qui me donne à tout prix envie d'attendre la partie 2. Ah, ça donne envie, putain, ça donne vraiment envie. Donc, partie spoil, on pourrait parler de quoi? Bah, je pense que je vais parler d'abord du passé de Gwen, c'est-à-dire ce qu'on connaît. Donc, le passé de Gwen, elle a affronté Peter qui était le lézard, mais elle savait pas que c'était Peter, le lézard est mort. Et donc, vu qu'elle tenait son corps quand le capitaine Stacy est arrivé, celui-ci l'accuse du crime de Spider-Man. Quand il arrive enfin à la coincer, elle enlève son masque et lui révèle que c'est Gwen. Et bah, il allait quand même l'arrêter. Bon, après, plus tard, quand elle revient dans sa dimension, le père de Gwen a démissionné et ça fait que même il voulait pas l'arrêter parce qu'il tient à sa fille, il l'aime de tout son cœur. Franchement, Gwen est vraiment super bien développée dans ce film. Certains diront qu'elle vole la vedette à Miles, c'est un peu vrai, mais de l'autre côté, je trouve que c'est un mal pour un bien parce que Gwen est vraiment un super personnage et l'avoir développé un peu plus ici, c'est une très bonne chose. Et même à la fin, elle a été virée de la Spider Society par Miguel O'Hara parce qu'elle a laissé Miles s'échapper. Et elle recrute sa propre équipe à elle, sachant qu'on revoit les anciens Spidey du précédent opus qui étaient là pour l'équipe. Et c'est juste hyper cool de revoir le Spider-Man noir et Spider Cochon qui était absent du film. Donc elle a son équipe et elle va chercher Miles qui est perdu dans un autre univers. Et c'est là qu'on en vient en partie spoil à l'autre élément important. Miles n'aurait pas dû devenir Spider-Man. En fait, l'araignée qui l'a mordu vient de la Terre 42. Et cette araignée qui l'a mordu, cet univers n'a pas de Spider-Man. Donc quand il demande au Spider-Retour, je sais plus exactement, dites-moi dans les commentaires, j'avoue que j'ai pas retenu le nom de la machine, mais quand il demande à la machine de le ramener chez lui, ça le ramène pas sur la Terre 1016 où sa famille l'attend, ça le ramène sur la Terre 42. Une Terre où il n'y a pas Spider-Man, où le crime règne en maître, où son père est mort, et surtout, ce que j'ai adoré comme twist, mais vraiment là je vais vous dire un truc, si vous ne voulez pas savoir, fuyez, hein, parce que ce twist, il était complètement inattendu pour moi. Le rôdeur est vivant. Mais attention, le rôdeur n'est pas l'oncle de Miles. C'est le Miles Morales de ce monde. C'est pour ça, vous voyez, moi je trouve vraiment que le scénario a été ultra réfléchi. Et l'écriture de Miles, pareil. Et ça fait que là, Miles est prisonnier du rôdeur, alors qu'il doit rentrer chez lui, il doit rentrer sur la Terre 1016, parce que la tâche, qui est devenue extrêmement puissant avec ses trous dimensionnels, puis la tâche, il peut manier tous les trous dimensionnels pour aller dans le multivers. Au passage, il va sur la Terre de Venom pour voir la marchande, là, du magasin. Ça, c'est peut-être une des références dispensables du film, mais bon, faut rappeler que Venom appartient à Sony. Il se prépare à faire l'apocalypse sur la Terre de Miles, et cela va entraîner, parce que Miles en a eu la vision, la mort de son père, qui est apparemment un élément canevas. Un élément canevas, c'est un élément clé des Spider-Man et Spider-Woman, qui font qu'ils sont devenus tels qu'ils sont. Et en général, la mort du capitaine, ça a fait un élément clé de tous les Spider-Man et Woman. Ce qui fait d'ailleurs que quand il a sauvé le Spider-Man indien, quand il l'a sauvé, ça a créé un énorme trou et les Spider-Man et Woman qui sont spécialistes là-dedans vont essayer de le rectifier, mais c'est pas sûr qu'ils y arrivent. En attendant, là avec ce que je vous ai spoilé, sincèrement ce film, il y a de quoi être surpris. Vraiment, même en le redisant comme ça, et quand j'étais à la fin du film, je tremblais en voyant à suivre dans Beyond the Spider-Verse, je me disais oh, mais je vais jamais réussir à l'attendre celui-là. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc au final, que penser de Across the Spider-Verse? Encore une fois, je le redis, c'est une tuerie, une masterclass. Si ce n'est pas fait, allez le voir au ciné, parce que je vous jure, mais je vous jure qu'il en vaut la peine. Ce film est merveilleux, et j'espère sincèrement qu'il fera un bien meilleur score au box-office que son prédécesseur, parce que je suis toujours choqué de voir le résultat du précédent, alors que c'est aussi une merveille, mais alors celui-là, il y a vraiment intérêt qu'il fasse des chiffres géniaux. Peut-être pas le milliard, je pense pas qu'il ira jusque là, mais franchement il mérite de faire de très bons chiffres en termes d'entrée. Il est exceptionnel ce film, allez le voir si ce n'est pas fait, parce que passer à côté d'une merveille pareille quand on est fan de Spider-Man, même si on est trop accro à Peter Parker pour certains, je trouve ça triste. Vous passez à côté d'une pépite et c'est vraiment regrettable. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!